émission Repère. Repère, aujourd'hui, je reçois un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui a un franc-parler. Nous ne le recevons pas en sa casquette de l'homme de Dieu et on le reçoit comme un homme de Dieu, aussi comme un Congolais, un patriote qui aime sa patrie. Il reste toujours homme de Dieu, un amoureux de ce pays. Il est attaché à cette terre. Nous parlons de la RDC parce que c'est la terre à laquelle Dieu nous a donné. Alors, nous allons essayer un peu de brosser la situation, l'actualité qui prévaut en RDC ces derniers temps, tout ce qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous allons parler du dialogue ou encore nous allons parler d'une prétendue réconciliation entre Congolais, où c'est par là que la paix doit passer. Nous en parlons, lui c'est avec le révérend Paul Moukini qui nous fait honneur d'être avec nous, à qui je dis bonjour et bienvenue révérend. Bonjour Jules. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu, on va bien. Révérend, ouvrons directement cette émission par la prétendue dialogue. Parce que le dialogue est issu de l'accord de Washington. Parce que dans les accords qui ont été signés à Washington, il était prévu qu'il y ait quelques points. Parmi les points, il y avait un cessez-le-feu immédiat, le retrait des forces étrangères et des groupes armés, le dialogue politique RDC-Rwanda. On s'arrête là par rapport au dialogue. Êtes-vous partant de la continuité ou bien pour le dialogue RDC-Rwanda, pour le retour de la paix? Pour la RDC, le Rwanda? Oui. Oui, je crois que quand on parle de dialogue, c'est dire tout simplement des rencontres où les gens se parlent au sommet de l'État pour parler entre deux États par rapport à la paix. Donc on doit toujours parler avec nos voisins et surtout que nous pouvons dire, quand on dit qu'il y a la guerre là-bas vers le Congo, non, le Congo est agressé, ça fait 30 ans par le Rwanda. Le Congo n'a jamais attaqué le Rwanda même une seule fois. Le Congo n'a jamais jeté même un obus sur le Rwanda. Non, nous sommes agressés par ce petit pays. Et pour moi, parler chaque fois Rwanda, ça nous humilie même, parce que le Rwanda est tout petit comme ça. On peut continuer à parler pour qu'il y ait la paix et surtout pour moi, pour que le Rwanda cesse d'utiliser les Congolais afin d'attaquer leur propre pays. Ce dialogue-là, oui, parce que c'est pour la paix en RDC. Est-ce que c'était vraiment bénéfique cet accord et ça allait dans le sens de promouvoir et de la restauration de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo? Oui, mais c'est très important. On a vu que la guerre s'est presque arrêtée pour le moment. Donc, ils n'ont pas eu d'expansion de la guerre parce qu'on a vu Goma qui était tombé, on a vu Bukavu qui était tombé. Et, mais qui est toujours sous contrôle du M23. Ils vont partir. Ils vont partir. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Comment ça? Parce qu'on avait parlé d'un cessez-le-feu. Déjà là, le M23 est en train de... juste après que les accords ont été signés à Washington, ils ont brisé cet accord-là d'une certaine façon. Et présentement, là, les M23 disent niet de Kinshasa, parce que aussi longtemps que Kinshasa n'a pas libéré les prisonniers d'une certaine façon, eux ne vont pas obtempérer. Ils n'ont plus les moyens de faire la guerre, ça c'est un. Ils n'ont plus les moyens. Je me demande comment est-ce qu'ils vont faire pour tenir. Ils n'ont plus les moyens. Avant, ils avaient l'appui de la France, donc de l'Union européenne, et puis de quelques hommes influents, des Américains. Mais aujourd'hui, l'Amérique est avec le Congo, l'Amérique est avec le président Tshisekedi. Donc c'est déjà fini là. C'est l'Amérique qui dicte le jeu dans le monde. Depuis quelques jours ici, les mines d'or, qui sont pratiquement exploitées et ramenées tout au Rwanda. Sommes-nous toujours en possession de nos terres ou d'une certaine façon? Parce qu'on dit qu'il fallait que les choses puissent évoluer, avancer d'une certaine façon. Mais là, on remarque que les choses s'empirent davantage. Non,
Je pense qu'il y a des zones qui sont occupées. Tant que c'est occupé, les autres, ils s'accaparent aussi de certaines choses, ils s'accaparent de nos minéraux. Cet accord va nous aider aussi de mettre un terme à tout ce désordre, à tout ce vol de minéraux. Et je pense que la guerre est presque... La guerre est déjà finie. Je pleure à la place de toutes ces personnes-là qui sont allées rejoindre Nanga à l'Est. Je pense qu'ils sont perdus en ce moment. Ils sont perdus carrément, perdus comme Kabila. Mais ce matin, ici, il y a des morts. Et les M23 sont en train de tuer. Ils prennent même les motards et les jeunes de force et les ont roulés dans l'armée, là. Je pense que, vous savez, quand quelqu'un n'a plus rien à perdre, il joue le tout pour le tout. Mais ils sont déjà finis. Ils n'ont plus un avenir. Ils sont finis. Ce qu'ils ne voulaient pas, c'est ce qui est arrivé. Tshisekedi a réussi à se mettre d'accord avec les Américains. C'est ce qui était difficile. Est-ce que vous pensez que le Rwanda était capable de nous faire la guerre pendant 30 ans? Non. Le Congo n'a jamais été en guerre avec le Rwanda. Le Rwanda est l'agresseur du Congo. Le Congo n'a jamais attaqué le Rwanda, même une seule fois. On n'a jamais attaqué le Rwanda. C'est pourquoi le Rwanda continue à s'amuser comme il s'amuse là. Il fallait qu'un jour, qu'on jette d'abord des obus là-bas, ils sont tout petits comme ça. Et je pense que Kagame va réfléchir 2 fois. Cette arrogance qu'il a va disparaître. Mais on n'a jamais fait. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que, bon, on a d'abord une armée infiltrée. C'est un. Et puis deuxièmement, est-ce qu'on a manqué le courage? Ce sont les moyens qui manquaient ou bien c'est les moyens, non. On en a les moyens. Et c'était on a les moyens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en connivence avec le Rwanda. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui sont en connivence avec le Rwanda pour que le Rwanda fasse ce qu'il veut. Cette guerre arrange certaines personnes. Mais aujourd'hui, c'est déjà terminé. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent là. Ils vont aller là où ils sont venus. Il y a des prisonniers qui ne peuvent pas... écoutez, aujourd'hui, Nanga, c'est un condamné à mort. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'aujourd'hui, qu'on dise au nom du dialogue, au nom je ne sais pas de quoi, on dit à Nanga, non, reviens, comme si de rien n'était passé. Non, il y a eu des morts là-bas. Alors, parce que on avait commencé à Doha et après la signature, les deux parties, voilà, selon l'accord de Washington, il fallait que les RDC se rencontrent aussi avec les M23 et se sont rencontrés à Doha d'une certaine façon. Alors, apprenons par exemple le fait de dialogue et qu'on incluait dans le dialogue Nanga et voilà, Kabila. Êtes-vous d'accord pour la restauration de la paix, que Kabila, Nanga, Tshisekedi se mettent autour d'une table pour la paix? Vraiment, les Congolais, je ne sais pas si on se rend compte de ce qui se passe. Kabila, c'est un étranger. Pourquoi on va rencontrer Kabila pour le retour de la paix? Pendant 18 ans, il a géré ce pays ici. Oui, Kabila a été un étranger. Oui, mais ça existe. Ça existe. On peut vous infiltrer. Un étranger peut arriver jusqu'au sommet de l'État. C'est ce qui s'est passé chez nous. Mais on nous a infiltrés. Martin Fayulu l'avait dit très récemment ici que Kabila est chez lui, il est congolais. Oui, mais c'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Tous, on l'appelle même Kabila, ce n'est pas son vrai nom. Il s'appelle Kanambe. Si c'est Christopher Kanambe. Ça, c'est pas un surnom, Hippolyte. Non, c'est pas un surnom, c'est vrai là. Non, c'est vrai. Ce sont des choses vraies. Jean-Pierre Bemba en a même parlé. Jean-Pierre Bemba n'est pas n'importe qui. Jean-Pierre Bemba était ministre de la Défense. Jean-Pierre Bemba est aujourd'hui ministre de Transport. C'est un acteur majeur aux côtés du président Tshisekedi. Un acteur politique majeur. Parce que le président Jean-Pierre Bemba ne le dit peut-être pas par rapport au grief qu'il a avec l'ancien président de la République. Quel grief qu'il a contre le président de la République? Et vous pensez que s'il a des griefs, il va parler et engager tout un gouvernement? Quand Jean-Pierre Bemba parle, il est ministre. Mais je ne sais pas si les gens comprennent là. Jean-Pierre Bemba ne parle pas comme un opposant, il ne parle pas comme un acteur politique comme tout le monde. Non, il est ministre. Ça veut dire que quand il prend la parole, il y a un premier ministre, il y a le président et Jean-Pierre Bemba. Et là, il est aux côtés du chef de l'État. Donc Kabila nous a tous dribblés. Ils sont venus ici, il est venu dans les mallettes de Laurent Désiré Kabila, mais c'est un Rwandais. Ce n'est pas un Congolais. Vous pensez que si Kabila était Congolais, il allait détruire ce pays jusqu'à ce niveau?
Comment un Kabila Congolais... a détruit le pays. Non, mais il l'a détruit. Le Congo est détruit. Le Congo est par terre. Tshisekedi, il peine, il souffre pour relever ce pays. Regardez tout ce qui se passe. Qu'est-ce que le président Tshisekedi a trouvé? Il a trouvé quoi? Il a trouvé une armée bien structurée. Il avait non, dit, non, vous savez, le problème avec vous, les journalistes congolais, c'est parce que vous êtes dans la complaisance, Jules. Même toi, quand tu poses la question, est-ce qu'on avait une armée? Mais le président de la République, la personne la mieux informée de nous tous, l'avait dit. Mais le président, je pense qu'en ce temps-là, d'abord, il n'avait pas les manettes du pouvoir. Il n'avait pas les manettes. Il fallait breloter les autres. Il fallait être tranquille. S'il prenait le pouvoir et directement il commence à attaquer l'armée, ceci, cela, il n'allait pas faire une semaine. Il n'allait pas faire une semaine. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, écoutez, ils ont tous sous-estimé Félix Tshisekedi, mais c'est un génie politique. Ah, Félix Tshisekedi est un génie. Ah non, c'est un génie. Oh là là. Est-ce que vous savez que notre armée était infiltrée? Goma tombe, Bukavu tombe. Tout le monde savait que bon, ok, on va renverser le pouvoir et c'est fini. Mais le monsieur, avec la diplomatie, il a arrêté la guerre. C'est un génie politique, c'est un génie. Regardez où se trouve Kabila aujourd'hui, dans les lieux arides. À Kabila, dans les lieux arides. Dans les lieux arides, chassé comme un esprit impur. Donc ça veut dire que vous êtes très d'accord par rapport au procès, parce qu'il y a un procès qui est ouvert contre l'ancien président. Jules, jugé aujourd'hui. Jules, je parle comme citoyen congolais. Contre crime de guerre. Je parle comme un citoyen congolais. Ce n'est pas parce que je suis un homme d'église que je peux laisser un voleur entrer dans ma maison, tuer, piller et violer, faire tout ce qu'il veut. Et je suis dans le coin de ma maison en train de le regarder et le laisser faire sous prétexte que non, je dois le pardonner. C'est pas ça que le Christ nous a enseigné. Kabila, nous devons le traquer. Nous devons le traquer. Nous devons lui ravir tout ce qu'il a volé, tout ce qu'il a spolié. Et nous devons effacer le nom de Kabila en République démocratique du Congo. Donc, ils ne sont même pas parmi les personnes... Il ne doit même pas être parmi les présidents. Donc, aujourd'hui, nous devons enlever Kabila, même donc, parmi les présidents. Nous devons avoir le premier président, c'est Kazavobo. Le deuxième, c'est Mobutu Sese Seko. Le troisième, Laurent Désiré Kabila. Le quatrième, Félix Tshisekedi. Waouh! On doit effacer. Kabila est une honte pour le Congo, un accident de l'histoire. Et cette histoire ne peut plus jamais se répéter au Congo. Si nous sommes conscients, il a détruit le pays. Il a détruit même l'homme congolais. 18 ans de perdu comme ça. Nous sommes rentrés presque 60 ans en arrière. En arrière, nous nous battons sur tous les fronts. Sur tous les fronts. Aujourd'hui, les Congolais aiment l'argent facile et tout ça. C'est venu avec qui? C'est venu avec Kabila. C'est venu avec Kabila. Il faut ce procès-là, nous allons le suivre. Ce procès. Vous dites que Kabila a détruit ce pays, mais sous son règne, prenons seulement les compagnies d'aviation. Il y avait autant de compagnies d'aviation avec l'ancien premier ministre Matata Ponyo. C'est Congo Airways qui avait plusieurs flottes d'avions, mais aujourd'hui, Congo Airways a battu des ailes et puis boum, il a fermé. On vient maintenant avec Air Congo, avec justement 2 avions, et ça fait comme si, voilà, tout ça c'est toujours Kabila. Oui, mais Congo Airways, ce sont eux qui étaient des actionnaires là-dedans. C'était pour eux, c'était pas pour l'État congolais. Qu'est-ce que l'État avait? Partout où était Kabila, il y avait du profit. Il n'y a rien pour le Congo. Il a détruit notre jardin zoologique. Il est allé se construire une affaire là qu'on appelle Kingakati. Mais on paye pour aller là-bas. Les Congolais payent pour voir leurs animaux. Les Congolais, ils payent pour voir leurs animaux. Et ce n'est pas donné. Le petit peuple ne peut même pas s'offrir ce luxe-là. Kabila a détruit le port. Il s'est construit ses propres affaires. Partout où se trouve Kabila, il a construit. Les routes, on n'en a pas. Mais il faut aller. On raconte que là, vers Kingakati, et partout où il y a ces fermes, et il y a des belles routes, il y a des belles choses. Il n'avait pas l'amour pour le Congo. Pour lui, le Congo, c'était un gâteau. C'était un gâteau.
il fallait toujours gagner de l'argent, il fallait s'amuser, il fallait faire ceci, c'est tout. Écoutez, Kabila n'a pas aimé le Congo. Les contrats chinois, nous savons ce que c'est. Il s'est tapé de l'argent comme pas possible. Et c'est ce que nous voulons arrêter. Cette hémorragie-là continue jusqu'à aujourd'hui où les gens, ils ont une mauvaise mentalité dans la tête. Nous devons organiser un procès, nous devons poursuivre Kabila et Kabila ne doit pas être à la table des négociations. Si Kabila est à la table aujourd'hui du dialogue, c'est fini pour ce pays. Oublions que le Congo peut s'en sortir demain ou après-demain. Le président Tshisekedi doit être ferme comme il a été ferme avec Kagame. Et aujourd'hui, Kagame est à genoux, il est rejeté partout dans le monde. C'est de la même manière qu'il doit utiliser la politique pour mettre Kabila à genoux, le traquer partout, le traquer alors. Même s'il est, je ne sais pas où. Emprisonné. Oui, on doit le traquer, vivant ou mort. Wow. Nous devons le traquer. Comme on avait traqué Ben Laden. Oui, oui. Kabila est notre Ben Laden, c'est notre Jéroboam. C'est notre Jéroboam. Mais c'est fort. Oui, c'est notre Jéroboam. Tant que ces messieurs seront en liberté, il a tellement beaucoup d'argent, il faut taper à son portefeuille. Parce que la plupart de l'argent que Kabila utilise vient du Congo. Il a des investissements au Congo et tout ça, tout ce qu'il y a comme investissement ailleurs, c'est minime, c'est petit. Il est dans les mines au Katanga, il est dans les mines à l'Est, il est dans ceci, il est dans cela. Il faut tout répertorier et le taper au portefeuille. Lui prendre tout ce qui pouvait lui produire de l'argent. On doit confisquer les maisons, on doit confisquer les fermes. Je m'étais d'ailleurs porté garant pour acheter la ferme de Kashamata au niveau de Lubumbashi. Et je suis sérieux, je suis le premier acheteur. C'est moi qui me suis présenté en premier. Wow. Donc la journée où l'État va décider, je pense que le procès va nous conduire jusque-là. Vous êtes vraiment décidé à acheter la ferme? Oh oui, oui. Donc si aujourd'hui le gouvernement mettait ça à disposition du public, vous serez le premier preneur. Oui, c'est moi le premier parce que c'est moi qui ai demandé. Je n'ai pas demandé Kingakati. Moi, j'ai demandé la femme de Kashamata. C'est moi le premier preneur pour Kashamata. Donc, il en a des femmes comme ça. Il n'en a pas que deux. Hein. Il en a un peu partout, tout ça. Donc, le monsieur s'est tapé une vie. Waouh, on dirait le roi, un roi Salomon qui était au Congo. Et voilà qu'il n'a plus le pouvoir. Il s'est senti à l'aise dans son pays. Non, il a investi, il a construit. Non, 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 il n'a jamais construit. Vous avez vu ce qu'il a construit vers la Tanzanie et les autres pays. Kabila a construit en Tanzanie. Oh oui, oh oui. Il a construit là-bas. Qu'est-ce que Kabila a construit ici? Aucune école. Aucune école. Vous avez vu sur le règne de Tshisekedi combien d'écoles? Combien d'écoles que Tshisekedi a construit? Même si les gens sont là, c'est pas mauvaise foi que des fois nous pouvons parler. Tshisekedi aujourd'hui n'a jamais, depuis qu'il a pris le pouvoir, fait asseoir vraiment sa vision politique, son travail. Chaque fois qu'il veut travailler, on vient lui mettre les bateaux dans le roue. Même malgré cela, il a construit les hôpitaux. Quels sont les hôpitaux que Kabila a construits? Où sont ces hôpitaux-là? Il n'y en a pas. Partout où Kabila, si vous le voyez dans quelque chose, c'est que c'est pour son profit. On a 5 containers. Ah, écoutez, là, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Combien d'argent quand ils construisent quelque chose là-bas, c'est qu'ils ont pillé les écoles. On a construit les aéroports aujourd'hui. On nous construit les aéroports. On a la gratuité de l'enseignement. On a la gratuité de la maternité. On vient d'ailleurs d'enlever ça parce que les médecins ne sont pas payés d'une certaine façon. Il n'y a plus de gratuité dans la maternité. Je pense que les Congolais, de fois par moment, sont de mauvaise foi. On voit aussi des médecins gréver au Québec. Moi, j'en ai vu des médecins qui ont grévé. Pourquoi? Parce qu'ils se plaignent de leur salaire. Ils disent qu'on ne les paye pas assez. On voit des syndicats marcher partout en France là-bas. Ce n'est pas propre aux Congolais. S'il y a des gens aussi qui sont mécontents, ils ont le droit de revendiquer leur salaire ou l'augmentation de leur salaire. Mais cela ne veut pas dire que si on revendique nos salaires, c'est parce que la gouvernance n'est pas bonne, c'est parce qu'il y a ceci. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tshisekedi, on ne peut même pas le comparer à Kabila. On ne peut pas se comparer Satan et Jésus-Christ. Tu ne peux pas comparer Dieu et Lucifer. Non, tu ne peux pas comparer. Non, ils sont incomparables. Non, incomparables. Incomparables. Quel est ce Congolais qui parlait ici, au Congo, ici? Kabila a tué. Kabila a malmené. Kabila a fait fuir les gens. Quel est ce Congolais qui parlait ici? Personne.
Mais aujourd'hui, nous sommes libres de parler dans notre pays. On est libre de parler dans notre pays. On est libre de circuler. Si les gens ne circulent pas peut-être dans d'autres zones, c'est à cause seulement de l'insécurité. Mais sinon, en dehors de ça, les Congolais sont libres dans leur propre pays de circuler et de marcher. Ils sont libres. Les Congolais sont libres de circuler, de marcher librement. J'aimerais que nous puissions prendre le remaniement du gouvernement parce qu'il est en gestation. Beaucoup de gens, quand ils sortent de l'extérieur du pays et qui rentrent, ils disent toujours que les autorités sont tellement méchants. Les autorités sont tellement méchants. Et quelqu'un a dit, apparemment les musiciens font le bon casting que les politiciens. Parce qu'un musicien, quand il recrute un musicien, il doit lui faire passer par un test et puis ce test-là est rigoureux. Mais pourquoi cela ne se fait pas en politique? Alors, avez-vous été satisfait par le gouvernement souminois qui a géré pendant tout ce temps ici, Robert? Bon, satisfait, non. On sait tous d'abord que il y a eu juste quelques têtes qui se sont distinguées. Mais sinon, le gouvernement souminois, bon, je pense qu'ils ont été soumis à l'épreuve de la guerre. Mais du moins, depuis le début, je disais que est-ce que Souminois était la personne qu'il fallait en ce temps? Je pense que le président de la République n'a pas fait de complaisance d'une certaine façon. C'était pas un bon choix. Moi, je pense que le président est dans le sens de vouloir plaire à une certaine catégorie de personnes, peut-être les Occidentaux, peut-être le mouvement féministe, pour dire que je suis le premier président à nommer une femme, je suis le premier président à nommer une femme tel poste, tout ça. Bon, il y a une affaire là qu'ils appellent masculinité positive, tout ça, qui est une affaire très dangereuse. Et moi... Ah, vous trouvez ça très dangereux? Oui, c'est très dangereux parce que c'est contraire à nos valeurs et à nos mœurs. C'est très important. On ne doit pas nommer une personne parce qu'elle est une femme. On doit nommer une personne parce qu'elle est compétente. Voilà. Ouais. Même si elle est une femme, si elle est compétente, on te nomme. Si tu es un homme, on te nomme parce que tu es compétent, pas parce que tu es une femme. Et ça va devenir, ça va être dangereux. Et moi, je trouve que peut-être elle allait être une bonne personne ailleurs, ou bien elle pouvait être aussi efficace à un autre moment qu'en ce moment. Parce que le Congo demande les hommes de rigueur. Les hommes de rigueur. Quand je dis les hommes et les femmes, qui ont beaucoup plus de rigueur. Parce que c'est un pays qu'on doit reconstruire. On doit reconstruire à tous les plans et à tous les niveaux. C'est pour cela qu'il faut des gens qui peuvent... c'est en ce moment-là que ça peut partir. Regardez même notre diplomatie. Le président, je sais que le succès de la diplomatie, on peut mettre ça sur son actif, parce que c'est un grand diplomate, et il a fait un bon choix de choisir Madame Kaikwamba, qui, cette dame-là, quand tu la vois, elle a la tête sur les épaules, elle n'est pas du tout gênée, elle ne va pas à part des détours, c'est pas. Et vous voyez comment est-ce que ça bougeait les lignes. Donc ça prend, même à l'interne du Congo, des gens qui peuvent aller avec un traitement un peu choc. Je pense, pour moi, ça n'a pas été un bon choix. Pour moi, c'est au président lui-même, c'est lui qui portera le bilan après. Alors, pour ce gouvernement d'union nationale... Parce que vous voyez, je ne vous coupe pas la parole, regardez par exemple, nous sommes là. On va signer des trucs ici, des contrats avec le FC Barcelone, avec je ne sais pas si c'est l'AC Milan, ou je ne sais pas quelle équipe en France, des choses comme ça. Pourquoi? Pourquoi? C'est une perte d'argent. Oui, c'est une perte d'argent. C'est une perte d'argent. On n'a pas d'abord... le monde sportif dans notre pays ne fonctionne pas d'abord comme il le faut. S'il faut vendre l'image de la RDC, on n'a pas de route à l'intérieur ici. On n'a pas d'infrastructure qu'il faut. Si on doit dire que les gens attirer même les touristes, qu'on parle de la RDC, il n'y a pas de sites touristiques. Ils vont venir ici faire quoi? La question qu'il faut se poser, quels sont... Parce que c'est toujours un million au Congo. Bon, ok, je bouffe combien lorsque je m'en vais signer aussi quelque chose à gauche et à droite? Qu'est-ce que je veux bouffer moi? Parce que je me dis, pourquoi aller signer une affaire, 30 millions ici, une affaire là-bas? Mais écoutez, il n'y a pas de sites touristiques dans notre pays, il n'y en a pas. Il fallait d'abord commencer par là. Relever peut-être le sport dans notre pays, faire ceci, ainsi de suite, construire des sites touristiques. Et là, nous pouvons attirer. Les pays qui le font sont des pays sur le point
dans le cadre touristique ou bien par rapport au sport, et ils ont déjà avancé. Mais nous, non. Mais pourquoi on va aller le faire? On n'a pas d'infrastructure. On n'en a pas. Ces gens-là. On n'en a pas. On n'en a pas. On n'en a pas. Mais un tel ministre peut être reconduit ou Non, mettre à non, l'écart? non. C'est déjà grave, ça. C'est très grave. Oui, mais écoutez, c'est une perte d'argent. C'est une perte d'argent. Même quand nous faisons la publicité, nous calculons. Tu ne vas pas aller mettre $1 million dans une publicité, mais tu sais qu'il ne va rien te rapporter. On calcule, on se dit qu'est-ce que nous poursuivons. Mais on poursuit quoi? La RDC a besoin d'abord de se refaire à l'intérieur. Après, on va maintenant sortir pour vendre maintenant l'image de notre pays. Quand les gens viennent, ils trouvent d'abord, ils descendent à l'aéroport, ils voient notre aéroport, ils voient nos belles autoroutes, on voit nos affaires, nos sites touristiques, on voit des jeunes gens qui pratiquent le boxe, qui pratiquent, je ne sais pas, qui sont des cyclistes, on voit les autres, le football, le ceci, mais tout est mort. Tout est mort. Mais maintenant, moi je me pose la question, on vend l'image, on dit RDC. Les touristes quittent, je ne sais pas, l'Europe, l'Amérique ou je ne sais pas l'Asie. Oh, je vais aller visiter ce pays-là, on a dit RDC. Mais écoutez, qu'est-ce qu'ils vont trouver ici? Ils vont trouver juste un hangar là. Qu'est-ce qu'ils vont trouver? D'abord, l'aéroport, il n'y en a même pas. C'est maintenant qu'on commence à construire un aéroport. Vous voyez pourquoi quand je parle de Kabila, que c'était des aventures. Ce monsieur nous a construit un aéroport. Regardez ce qu'il a fait là. Et si on vous demande combien d'argent a été déboursé, ça se chiffre tellement en millions. Alors pour moi, c'est une perte d'argent. Je me pose la question, il ne pouvait pas aller engager cette histoire-là seul. Ça veut dire qu'il avait trouvé l'aval du chef du gouvernement pour dire, ok, allons signer ce contrat-là. Et ça a été, c'est vraiment un mauvais contrat et c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Et quelles sont les commissions qu'on a bouffé en retour pour cette histoire-là? C'est ce que moi je veux savoir. Quels seront, selon vous, reverrons les critères pour ce nouveau gouvernement qui profile à l'horizon? Des personnes qui doivent vraiment diriger l'avenir de la RDC d'une certaine façon. Bon, que le président cherche d'abord des hommes intègres, ouais, qui cherche d'abord des personnes qui sont intègres. Donc quand on a d'abord des personnes intègres et des gens qui sont beaucoup plus des personnes de rigueur, l'intégrité et la rigueur. Parce que jusque-là, le président n'a jamais mis en marche sa vraie politique. Nous sommes comme dans une continuité de ce qui a existé. Il faut qu'il y ait une coupure entre la gestion du passé avec les Kabila et la gestion de Tshisekedi. Il faut vraiment qu'il y ait une coupure, qu'on sente que nous démarrons sur de nouvelles bases. Mais il y a eu beaucoup de gens, il y a eu un mariage avec le FCC. Bon, certaines personnes estiment que ça n'est qu'une période transitoire du président de la République et son vrai mandat commencera en 2028. Moi, je dis d'abord qu'on l'a dérangé. D'ailleurs, en 2028, ce qu'il y aura même élection, s'il y a élection, je pense que le président devrait prendre le courage en main et mettre des choses à zéro. Diriger vraiment le Congo avec une main de fer. C'est ce qu'il faut. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Si on a la volonté, Jules, ça ne prendra pas 2 ans pour que le Congo se relance. Ça ne prendra pas 2 ans. Aujourd'hui, on parle, on dit, ok, il y aura une ouverture au nom du dialogue. Comme ça, les autres aussi vont faire partie. Si nous continuons toujours avec de telles pratiques, on ne s'en sortira jamais. Vous avez échoué aux élections, vous trouvez toujours des moyens, vous créez des crises pour venir aussi aux affaires. Et quand vous venez aux affaires, ce n'est pas pour servir l'État, mais c'est pour servir vos ambitions, vos ventres et vos propres visions, donc vos visions personnelles. Et on ne s'en sortira jamais. Normalement, on attend aux prochaines élections. Si tous ils rentrent dans le gouvernement, alors que Tshisekedi leur dise, je dirige alors le Congo, vous me donnez un mandat de 10 ans. Je dirige vraiment le Congo comme il se doit. Là, vous amenez tout le monde. Là, il faut maintenant changer la constitution. Oui, vous la changez. Parce que cette constitution, il faut la changer. Il faut donner à Kabila son carnet. Vous prenez, vous le lui donnez lui-même. Et puis, c'est fini. Nous changeons, nous écrivons quelque chose qui nous représente, nous les Congolais. Ça ne nous représente pas, cette histoire. C'est une affaire de Kabila. Avec ses parrains, les Rwandais, les Kagame et tout ça. Ça ne nous représente pas. Reverend, vous êtes aussi partant de passer de la 4e à la 5e République. Ben oui.
Vous êtes pour la 5e République. Mais oui. Beaucoup de choses marcheront beaucoup plus dans la 5e République qu'à la 4e République. Vous estimez? Bon, le problème, je ne peux pas dire que beaucoup de choses marcheront si nous sommes dans la 4e ou 5e, plutôt 5e République, ainsi de suite. Non. Le problème des Congolais, ce n'est pas un problème de texte. Le problème des Congolais, c'est un problème d'homme. Parce que moi, je ris quand on dit qu'au Congo, non, réforme de la justice, réforme de cela. Quand on parle de réforme, c'est lorsque ce que nous avons n'a pas marché. On l'a appliqué très bien à la lettre, mais il y a des insuffisances. Là, on réforme. Mais au Congo, ce n'est pas le cas. On a des textes qu'on ne respecte pas, mais nous voulons en créer d'autres. Non, ce n'est pas un problème de texte, c'est un problème d'hommes. Alors, si on a les hommes qu'il faut, le pays va marcher. Mais malheureusement, tout le monde veut l'argent. L'argent facile. Tout le monde veut l'argent. Mais Ouais. Martin Fayulu, qui avait vu le président de la République récemment, mais qui conditionne sa participation au nouveau gouvernement au dialogue. Il veut qu'il y ait d'abord un dialogue national entre les acteurs majeurs. Ce pays est pris en otage par les politiciens. Ce pays est pris en otage par les politiciens. C'est même triste. Pourquoi eux devraient-ils décider, nous, à notre place? Pourquoi? Pourquoi eux, ils vont se donner ce luxe-là de décider chaque fois à notre place? Combien de fois on a dialogué dans ce pays? Combien de fois? Donc nous sommes pris en otage par un groupe de gens qui s'appellent politiciens. Il suffit d'être appelé politicien, c'est fini. Tu prends le Congo en otage, nous allons causer. Ces gens-là pèsent combien? Quel est leur poids politique ici, en politique? Quel est leur poids politique? Et ils vont aller dans un pseudo-dialogue. Et nous, nous serons là, en train d'attendre. Ils vont sortir là. L'autre dira, je prends le ministère de la Défense. L'autre dira, moi, je prends les portefeuilles. L'autre dira, je prends les affaires étrangères. Et il va nommer les gens de son parti politique qui vont commencer à lui donner un tribut chaque fois. Et la population se meurt. La population se meurt. Je pense que les politiciens congolais, je ne sais pas si ils sont ensorcelés ou je ne sais pas qu'est-ce que nous avons fait à Dieu pour mériter ça. On a une classe politique médiocre. Médiocre. Or, en ce moment de l'histoire de notre pays, ils pouvaient se mettre ensemble et dire, président, nous te tendons la main, construisons notre pays. Mais on a vu des gens, pendant que le Rwanda nous agresse, tous les pays du monde entier, même aux Nations Unies, on a sanctionné le Rwanda. Mais nos politiciens congolais, eux, ils parlent le dialogue. Il nous faut le dialogue. Ils ont trouvé un moyen de tordre le bras au président pour dire nous allons causer et nous allons nous partager vraiment le gâteau. Pourquoi? Parce qu'on a l'enrichissement facile. Est-ce que le dialogue là n'est pas une façon ou bien un moyen de pouvoir réfléchir? Non, on a vu des gens qui ont accédé au pouvoir, qui étaient pauvres hier et aujourd'hui, ils sont multimillionnaires. Alors, eux aussi se disent, pourquoi pas nous? Nous aussi, nous devons entrer dans l'arène. Nous devons aussi nous enrichir. En fait, c'est ce qui se passe. Ils ne sont pas en peine de la population ou quoi. Moi, je me pose d'abord la question, quand on parle même des politiciens majeurs, ils sont majeurs en quoi? Quel est leur poids politique? Il y a des politiciens des réseaux sociaux. Sur le terrain ici, ils ne sont pas capables de réunir même 1000 personnes. Mais ces gens-là vont s'asseoir quelque part, au nom, je ne sais pas de quoi, et ils vont prendre nos vies et l'avenir de nos enfants en otage. Ils vont parler de quoi? On a eu élection dans ce pays. On a eu une élection. Et à ces élections, il y a un président, il y a un gouvernement. C'est lui qui dirige le pays. Maintenant, vous profitez, vous créez une crise, une fausse crise. Les autres qui sont en train de construire des aérodromes en pleine brousse, où les avions vont descendre, repartir, et quand on te demande des explications, on fuit, on se retrouve à l'extérieur, on crie non, je suis exilé politique. Je suis exilé politique. Tu n'es pas exilé politique. Et le président doit tout faire pour nous laisser ces gens-là à l'extérieur de ce pays. Oh. Parce que nous n'en voulons pas ici. Non. Tous ces gens-là qui ont des nationalités douteuses, toutes ces personnes-là qui se sont infiltrées dans notre pays, qui détruisent le Congo parce qu'ils sont sans pitié. Jules, quand ils ont des problèmes, c'est facile pour eux de fuir le Congo et de partir chez eux. De voyager même avec d'autres passeports. Quand toi, là où tu es, vous n'avez qu'un seul pays, c'est le Congo.
Mais eux, ils ont plusieurs pays. Alors nous ne voulons pas que le président nous ramène encore ces individus-là. C'est le désordre que Kabila nous a amenés. Toujours des gens qui ont des nationalités douteuses, ils sont là au Congo. Pendant 18 ans, on a été infiltrés. Nous refusons. Et nous refusons cette classe politique qui nous a pris en otage. Des gens, une classe politique médiocre. Alors, médiocre. Ils n'ont pas été capables de s'asseoir derrière le chef de l'État. Même si tu n'acceptes pas Félix Tshisekedi, sois derrière Félix Tshisekedi. On a vu les Étienne Tshisekedi, pendant que Kabila venait avec ses Rwandais, tout ça, aller rencontrer son frère Mobutu. On a vu. Parce que nous étions agressés. Il fallait voir clair un peu dans cette histoire-là de Kabila. Mais aujourd'hui, les grandeurs nous agressent. Eux, ils trouvent le moyen de faire la peau à Félix Tshisekedi. Écoutez, si le Rwanda venait encore prendre ce pays, ou les Rwandais, ou les Ougandais, ainsi de suite, mais ils vont diriger quoi? Nous ne voulons pas de ces dialogues-là. On n'en veut pas. Et le président doit former son gouvernement lui-même. Moi, je serais déçu de voir que le président veut chercher à satisfaire encore certaines personnes. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Non. On ne peut pas satisfaire tout le monde. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Il doit taper le poing sur la table et dire « Je dirige le Congo ». Si Fayoulou veut entrer, rejoindre le président pour dire « Je veux travailler aussi avec vous, avec ceci, ainsi de suite ». On ne refuse pas. Il peut aller travailler avec le président. Mais écoutez, mais pas pour dire qu'il n'a pas gagné les élections. Il n'a pas de députés. Il ne peut pas demander plus gros que son ventre. Non. Bon, il est quand même, aux élections présidentielles, il était quand même sorti deuxième. Donc, oui, il avait combien de pourcents? Quand même, il y avait un écart, certes. Non, il avait 4%. 4. 1, 2, 3, 4. 4%. 4. Mais il était quand même deuxième par rapport aux autres. Il avait 4. Non, il était troisième, après Katumbi. Ah oui, après Katumbi. Katumbi avait 7. Lui, il avait 4. Je crois que 7 ou 9 comme ça. Lui, il avait 4. 1, 2, 3, 4. 4%. 4. On ne va pas me dire que non, c'est parce qu'il y avait la tricherie, c'est parce qu'il y avait ceci, c'est cette mélodie-là qu'on veut lancer. Ils sont incapables de sortir les gens dans la rue. Incapables. Incapables. Qu'ils le fassent, qu'ils décrètent même une ville morte, on va voir. Ils sont incapables. Alors moi, je ne refuse pas. S'il dit que non, il a des idées à donner, qu'il aille voir le président de la République. Mais il ne faudrait pas, dans le contexte où nous nous retrouvons avec le Congo, le pays qui a été détruit, qui a été charcuté par Kabila. Et aujourd'hui, le même Kabila revient encore pour nous faire la guerre, mais vous parlez au dialogue parce qu'il faut s'enrichir. Non, il faut aussi s'enrichir. Et nous serons bêtes de les laisser aller. Et quand ils échouent, ils accusent les pasteurs. Quand ils échouent, c'est les pasteurs. Non, il y a beaucoup d'églises, hein, c'est les pasteurs là, et tout ça, ainsi de suite. Créer des emplois aux gens, ce ne sont pas les pasteurs qui créent des emplois. Mais aujourd'hui, il y a une église qui est beaucoup plus citée, où on recommande des brebis de l'église pour aller travailler. Oui, mais parce que écoutez, le problème, ça n'a rien à voir avec l'église, c'est une affaire d'individu. Quand le directeur de cabinet, il est dans une église, même moi, si aujourd'hui, je suis là, par exemple, directeur des cabinets du chef de l'État, je ne le désire pas et je ne le serai jamais, je préfère rester pasteur et faire mes affaires, point barre. Tu es là en train de faire le travail. Mais quelles sont les personnes que je connais? Ce sont les gens qui sont dans mon église. Dans mon église, il y a peut-être des gens, l'autre, il a tel diplôme, l'autre, il a telle affaire. Et lorsqu'il vient me voir, je cherche de l'emploi, tout ça, je veux le recommander. C'est tout à fait normal. J'ai vu les gens de l'UDPS qui se sont soulevés, c'est tout à fait normal. Et je pense peut-être que, là, ils vont un peu surgir pour dire, il faut qu'on fasse attention parce qu'il y a des gens de l'autre côté qui réclament ces postes-là. Mais s'il y a des recommandations, parce qu'il y a une église, c'est tout à fait aussi normal. Si on te mettait toi là-bas, tu connais les gens qui travaillent ici à Congo Buzz. Donc ça veut dire que si tu devenais directeur, par exemple, quelque part, toi aussi, tu connais des gens de ton monde que tu vas recommander. C'est tout à fait normal. Mais sauf que maintenant, ils vont faire attention avant de recommander certaines personnes. Mais du moins, ce ne sont pas les pasteurs qui détruisent ce pays, c'est les politiciens. Ce pays est détruit par les politiciens. On a une classe politique pourrie. On demande aux pasteurs, les écoles, il faut construire les hôpitaux. Quel est l'apport des églises? Jésus nous a envoyé faire les nations des disciples. Il ne nous a pas envoyé construire les hôpitaux. Mais vous êtes enregistré sous forme des ONG. C'est eux qui veulent qu'on soit enregistré comme ça. Nous annonçons l'évangile. Nous prêchons la parole. Nous visitons les prisonniers. Nous prions pour les malades.
Dans les hôpitaux, nous pouvons aller prier pour les malades. Les prisonniers, nous les visitons, nous leur donnons des fois à manger, du réconfort et ainsi de suite. Les enfants de la rue, nous les visitons. Les veuves, les orphelins, nous les visitons. Mais en ce qui concerne aller construire ceci, cela, c'est à l'État la charge de construire les écoles, c'est à l'État de construire les hôpitaux, ce n'est pas la charge qu'on doit donner aux églises. Ils ne doivent pas se cacher derrière nous. On envoie des gens, non, les églises, et tout ça, ainsi de suite, patati patata. Non, 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 non. Moi je refuse là. Ce n'est pas l'église qui a détruit ce pays. Aujourd'hui, on veut, non, il faut aller enregistrer l'église, tout ça. Mais il y a déjà des textes, il y a les personnalités juridiques, il y a des textes. Et il y a des textes, tout ça c'est du populisme. Pourquoi? Parce que, oui, c'est du populisme. Parce qu'il y a beaucoup d'églises, aujourd'hui, on fait ceci, ainsi de suite. Ce n'est pas propre aux Congolais. Allez au Ghana, allez au Nigeria, allez en Côte d'Ivoire, allez aux États-Unis. Les pasteurs sont influents, même jusqu'à la Maison Blanche. Et on sera encore influent. Même si Tshisekedi n'est pas là, il y a encore un autre président, peut-être en 2045 ou je ne sais pas quoi là-bas, on sera toujours influent. Parce qu'on travaille. Très bien. Alors, Reverend, vous êtes nationaliste, vous aimez tellement votre pays. Aujourd'hui, si on prenait le Reverend Paul Mukendi comme étant informateur, seriez-vous... Informateur. Informateur. Formé. Oui. Formé quoi? Le gouvernement. Non. Vous ne prendrez pas? Non. Ou bien formateur, Reverend Paul Mukendi, Premier ministre. Non, non, non. Ça, oubliez même ça. Je ne peux pas quand même... non, je me sentirais humilié. C'est vrai. Ouais. Je me sentirais pas bien. Vous vous sentez bien dans votre peau en tant que reverend? Je me sens pasteur, je me sens homme de Dieu. Je prie pour les gens. Il y a des gens qui sont dans la politique, qui viennent nous voir. On prie pour eux. S'ils ont besoin d'un conseil, je peux donner. Et puis, je m'arrête là. Mais je ne me vois pas être... nous avons des enfants dans la foi qui peuvent aller faire ce travail-là. Mais je ne veux pas, moi, être dans un gouvernement, être Premier ministre, être ministre ou être gouverneur. Ou dans quoi. quelque sorte, un homme de Dieu ne peut pas mixer l'œuvre du Seigneur et la politique. Et il y en a qui peuvent le faire. C'est selon l'appel de chacun. Il y a des hommes de Dieu qui sont là vraiment full-time pour le Seigneur. Il y en a d'autres qui sont là à temps partiel. Il y a des pasteurs qui sont aujourd'hui des directeurs. Il y a des pasteurs qui sont des PDG. Il y a des pasteurs qui sont des ministres. Il y a des pasteurs même qui sont des chefs d'état-major. Mais tandis que moi, je ne me vois pas là-dedans. Je ne me sentirai pas vraiment Vous n'avez pas de conviction? Non, ce n'est pas question de conviction. Je me sens bien être homme de Dieu. J'ai réussi en étant homme de Dieu et je continue à servir mon Dieu. De ne pas avoir un cœur partagé, non. Mais je peux donner des conseils, ça suffit. Dans l'ombre. Et prier, ouais, dans l'ombre, donne des conseils. On prie pour les gens, c'est bon. Mais pas pour dire que je m'en vais le matin, je suis là au bureau, j'entre, je fais... Non. Je m'en vais servir mon Dieu. Merci beaucoup, Reverend, de répondre à notre invitation et puis d'apporter une pierre à la République démocratique du Congo. Merci, Jules. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Merci à Jordi, merci à Grâce, merci à la grande équipe de Congo Buzz Télévision. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu bénisse les RDC. Au revoir.